toutes et à tous, je vous propose de démarrer. Bienvenue, c'est évidemment un plaisir de vous accueillir une nouvelle fois aussi nombreuses et aussi nombreux, mais on s'y attendait un peu pour cette Talking Heads entre Olivier Teskens et Séverine Sass. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans notre, sans nostalgie, mais dans notre ancien auditoire, puisque le nouvel auditoire est occupé par la mise en place du grand défilé de demain soir. C'est pourquoi nous revenons d'une manière un peu exceptionnelle ici même, où pendant 10 ans, nous avons tenu de belles, souvent, le plus souvent, de très belles Talking Heads. Celle de ce soir a pour nous une saveur très particulière. Donc avant de dire quelques mots de plus, un très très grand merci personnel et un très grand merci de l'école tout entière à Olivier Teskens et à Séverine Sass pour avoir accepté cette, cette rencontre avec vous et ce dialogue. C'est pas toujours une chose que les designers aiment absolument faire. C'est aussi une manière de s'exposer ou voilà, simplement de parler de choses que l'on porte plus secrètement en soi. Et voilà, donc grand merci d'avoir accepté cela. Je ne vais pas me risquer du tout à une présentation d'Olivier Teskens parce que c'est Séverine qui le fera et elle fera cela beaucoup mieux que moi, assurément. Peut-être quand même vous dire que peut-être cette seule chose pour, je viens de le lui dire, mais pour nous c'est un plaisir très profond, très sincère d'accueillir Olivier Teskens parce que au moment où j'ai pris la direction de cette école, au moment où nous avons créé la aide, donc en 2006-2007, eh bien, moi je savais très peu de choses au fond du monde de la mode et une des premières personnes dont les étudiants ne cessaient de me parler et me disaient mais la personne qu'on adorerait absolument rencontrer, la personne chez qui on rêve d'aller faire un stage, la personne à laquelle on voudrait ressembler, très sincèrement, c'était quelques autres aussi, mais le plus souvent vous-même. Voilà. Donc vous avez une sorte comme ça d'existence enfin, méconnue de vous-même en tout cas, mais une existence forte, intellectuelle et imaginaire, sinon physique, là, puisque c'est la première fois que vous nous rendez visite, mais vous avez cette existence-là très, très, très forte et très grande dans l'école. Et je pense que c'est dû, sans en dire plus, à la fois au caractère, puisque depuis je me suis un peu cultivé, au caractère éminemment singulier de votre travail. C'est vrai que très vite on apprend à le reconnaître au premier coup d'œil, qui ressemble à personne d'autre. C'est très profondément singulier. Je pense que ça a beaucoup fasciné les étudiants. Et puis la fulgurance de votre parcours, je pense que ça les a fascinés aussi, parce que entrer dans une école de mode à 17 ans, si je me rappelle bien, faire présenter son premier défilé à 21 ans, être porté et célébré par Madonna à 21 ans, enfin tout ça, c'est quand même assez incroyable. Voilà. Donc on a tous envie d'en savoir encore beaucoup plus et de vous entendre parler avec Séverine vous-même de votre travail. Merci aussi à Séverine. En quelques mots, Séverine fait partie, si elle m'autorise à dire ça, des amis et des amis proches de l'école. Pas personnellement, je le regrette beaucoup d'ailleurs, mais on a beaucoup de temps devant nous. Mais de l'école, en tout cas, non, je dis ça bien sûr sur le mode de la plaisanterie ou de la galéjade, mais on a quand même vécu quelques beaux moments avec Séverine, d'émotions partagées. Je pense par exemple le soir, c'était avec tout près de notre complice Jean-Pierre Blanc. Je profite d'ailleurs aussi pour remercier Jean-Pierre et Léa qui est avec nous en pensée, puisque c'est grâce à vous deux que nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Teskens ce soir, qui présidera aussi le jury du Grand Prix du défilé demain. Voilà, vous avez rendu ça possible, donc merci. Et puis, c'était il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, ou 2 maintenant,
sens du temps un peu flottant, eh bien, Vanessa Schindler recevait le Grand Prix du Festival de la mode et de la photographie hier, et j'ai rencontré Séverine en backstage avec tout près de Vanessa, et on a partagé un petit moment d'émotion. Voilà, c'est vrai ça. Ouais. Voilà. Et pour redevenir totalement sérieux, Séverine est non seulement une amie, donc comme je disais, de l'école, très attentive à ce que nous faisons, mais c'est assurément une des toutes meilleures spécialistes du monde de la mode et au-delà, mais de la mode en particulier en Suisse. Elle a travaillé dans plusieurs organes de presse successifs. Si je ne me trompe pas, dans l'ordre ou dans le désordre, l'Hebdo d'abord, puis Boléro et Edelweiss, ou Edelweiss et Boléro, je ne sais plus très bien. Et maintenant pour Le Temps, qui est aussi un quotidien dont nous nous sentons très proches, et en particulier pour le supplément, le T du Temps, dans lequel elle écrit beaucoup et dont elle a même une part de responsabilité, je crois, un peu, une grande part même, sans doute, de responsabilité. Voilà, donc tout ça, ils sont en noir tous les deux. Je ne sais pas si c'est absolument un hasard. Ils ont, avec les talons de l'un et de l'autre, à peu près la même taille. Donc tout ça augure un très beau dialogue entre vous deux. Merci encore et bonne soirée. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc Olivier, je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Pierre. C'est vrai que vous avez un parcours à faire fantasmer la plupart des jeunes créateurs. Donc vous êtes né à Bruxelles en Belgique, 17 ans, vous entrez à la Cambre, vous partez de l'école prématurément après 3 ans pour lancer votre marque, sans filet de sécurité, juste guidé par votre envie de mode. Et donc vous lancez votre première collection, vous êtes remarqué de journalistes très influents, des acheteurs et d'une certaine Madonna qui porte une de vos robes aux Oscars en 1998. Et là, le monde entier découvre votre vocabulaire. Alors on dit beaucoup que c'est gothique. Moi, je préfère dire que c'est un mélange de romantisme et d'une attitude sombre, mais pas au sens négatif du terme, une espèce de mélancolie qui respire la lumière, j'ai envie de dire, avec des lignes très architecturées et un sens du spectacle et de la couture. Et à 25 ans, quand il y a encore des gens qui sont à l'école, on vous demande de prendre la tête de la maison française Rochas. Vous restez 4 ans et ensuite vous occupez le même poste chez Nina Ricci à partir de 2009 pendant 3 ans. Ensuite, vous franchissez l'Atlantique, vous allez chez Theory, qui est donc une marque de prêt-à-porter américain qu'on va qualifier de sportswear, où vous créez votre propre label, enfin sous-label Tesken's Theory. Et puis après 5 ans, vous dites j'en ai marre, je prends une petite année sabbatique et vous relancez votre marque à Paris. C'était il y a 2 ans. Et donc maintenant, vous défilez chaque saison sur le calendrier de la fédération. Donc je ne vais pas vous demander combien d'heures vous dormez la nuit, mais la première chose que j'aimerais que vous nous racontiez, c'est qui moi m'intrigue, comment est né ce puissant désir de mode et de vêtements qui semble vous avoir guidé et donné des ailes depuis 20 ans maintenant. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là. Je pense que ce que tu soulignes, en fait, c'est je crois que chaque créateur a des parcours un peu particuliers. Et une des particularités dans mon parcours, c'est que, et la façon dont je le vois aujourd'hui, c'est que c'est un peu comme des chapitres. 4 ans, je fais une chose, et puis 4 ans, je fais encore un autre projet, et qui s'ensuit avec un autre projet, en travaillant pour d'autres labels. Et c'est vrai que c'est une passion qui remonte à ma prime enfance. Quand je regarde les premiers dessins qui sont gardés, que j'ai gardés, qui sont encore chez mes parents, quand j'avais, 4-5 ans, c'est des dessins de femmes en robe.
donc des robes, des dessins très détaillés où, par exemple, il va y avoir un couple de mariés et l'époux, il va avoir le queue de pie, le nœud pape, tous les détails. La mariée, elle va avoir tous les éléments. Donc c'est un truc qui est effectivement une obsession de prime enfance. Bizarrement, quand j'étais adolescent, je pensais plus trop à la mode. Je dessinais un petit peu en vrac dans tous les sens. Je faisais des études très normales d'adolescent. Et c'est au moment où j'ai fini l'école et au moment où je devais entamer des études, en fait, que le même jour, j'ai pris le métro pour aller m'inscrire dans une école d'architecture, la Cambre. Je me suis évidemment trompé. Je suis arrivé à la section art de la Cambre, qui est différente de l'école architecture, donc je ne m'étais pas très bien renseigné. Et en fait, là, je vois qu'il y a des examens d'entrée pour accéder aux ateliers mode de la Cambre. Et c'était quand même, dans le fond de ma tête, depuis longtemps, il y avait l'envie de faire des études de mode. Alors pourquoi j'avais pas pensé à la Cambre mode? C'est parce qu'à l'époque, avec les médias, etc., en Belgique, on parlait surtout de l'Académie d'Anvers. Et donc j'avais plusieurs fois pleurniché auprès de mes parents en me disant, en fait, il faudrait que je fasse l'Académie, avec toutes les complications que ça imposait. Il aurait fallu qu'on loue un petit appartement, un petit cote d'étudiants, et c'était pas possible. Donc après, bon, mes parents étaient un peu en train de me dire, fais de l'architecture. Il y a des couturiers qui ont fait architecture. Montana a fait de l'architecture. C'est vrai. Et donc j'imaginais peut-être, par une parabole, revenir dans la mode en ayant fait d'autres types d'études. Alors évidemment, la Cambre... Mais vous avez conscience de ce qu'était l'écosystème de la mode, ou c'était plutôt Pas du tout. le vêtement? Non, je pense à l'époque, et on parle des années 90, j'étais informé sur la mode par les médias généraux, quoi. S'il y avait une section mode au journal de 20h, mes parents allaient m'appeler Olivier, parce qu'ils savent que je voulais voir. Ou quelques images dans des magazines. On avait tellement peu accès finalement à la mode comparé à aujourd'hui. Et on oublie ce que c'est la vie sans les réseaux sociaux. Non, oui, c'est clairement. Après, il y a des choses qui m'avaient frappé. J'avais vu des documentaires sur Christian Lacroix et ses dessins, sur Karl et ses dessins. Moi, je dessine beaucoup. Donc, quelque part, j'avais tellement de dessins de mode que j'avais fait quand j'étais aussi plus jeune. Et donc, je me sentais un peu lié à ça. Et quand j'ai commencé les études de la Cambre, dans ma tête, c'était parce que je voulais devenir un grand couturier comme un Alaya, comme un Christian Lacroix. Alaya, je ne connaissais pas à l'époque, donc c'était plutôt un Christian Lacroix ou un Montana ou un Jean-Paul Gaultier. Mais par exemple, je n'avais pas de culture à l'époque. Je ne connaissais pas très bien le travail de McQueen, je ne connaissais pas très bien Dolce & Gabbana, des gens comme ça qui à l'époque étaient quand même très très forts. Donc je n'étais pas très informé. C'est un peu dans cet état d'esprit que j'ai démarré l'école. Et alors, vous l'avez vécu comment, cette école de mode, puisque bon, vous en êtes sorti prématurément? L'expérience d'entrer dans une école de mode, pour moi, c'était formidable dans un sens où j'étais dans une école artistique. J'avais toujours été dans un cycle très classique, école secondaire. J'étais toujours le gamin en train de dessiner. J'étais pas vraiment fait pour une école classique, mais je l'ai fait. Et quand j'ai démarré à la Cambre, j'avais vraiment un stimulus de me rendre compte que j'étais entouré de personnes, de jeunes qui étaient intéressés par la mode et qu'on pouvait tous passer 100% du temps focalisés sur l'idée de réfléchir à ce qu'on va créer, réfléchir sur la mode et évoluer dedans. Donc ça, c'était pour moi la chose la plus importante. Et surtout, j'ai pu apprendre à utiliser une vraie machine à coudre parce que je n'avais jamais compris comment fonctionnait une machine à coudre. Je n'avais jamais compris qu'il y avait deux fils. Il y a un fil en haut et il y a un fil caché dans le ventre de la machine. Et ma mère avait toujours enlevé le fil de la machine à coudre familiale pour éviter que je me blesse et que je commence à essayer de coudre des trucs. Et alors, vous avez 20 ans et vous vous dites, tiens, je vais lancer ma... Vu d'où je suis, ça paraît une montagne à franchir. À 20 ans, on se dit, tiens, je vais lancer ma marque de mode avec tous les risques que ça comporte.
qu'est-ce qui vous a poussé à franchir ce pas? En plus, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui peut aider aujourd'hui, les outils de communication, Internet. Disons que quand j'étais dans mes études, j'ai fait 2 années pleines. Ouais. Et puis je suis parti sur un coup de tête au début de la 3e année. Et évidemment, j'étais vraiment dans le jus de l'école, c'était intégré, comment ça fonctionne, on avait des cours, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis vraiment parti d'une façon complètement impulsive, sans plan, sans déterminisme. Je suis vraiment parti sur un coup de tête. J'avais toujours le sentiment que j'en demandais trop à mes parents, comparé à mes frères et sœurs qui faisaient des études très normales. Et là, avec l'école de mode, il fallait acheter des tissus, il fallait faire ci, il fallait faire ça, C'était un peu, voilà, j'étais un petit peu parfois, j'avais l'impression d'infliger un peu un truc compliqué. Mais bon, au-delà de ça, je pense que j'étais trop jeune pour avoir une raison mature d'arrêter abruptement mes études. Et quand j'ai arrêté, j'ai simplement continué chez moi à coudre des modèles, des vêtements. Et j'étais très besogneux parce qu'au bout de quelques mois, j'avais vraiment beaucoup de vêtements. Je pouvais habiller 25 silhouettes. Et la chance aussi, c'est qu'il y avait plusieurs choses en Belgique. Il y avait l'organisation d'un défilé sponsorisé par une marque de cigarettes qui présentait des collections de différents créateurs sur la côte belge. Et je suis allé avec la valise de mes vêtements, une valise de vêtements chez l'organisateur du défilé en disant voilà ce que je fais. Et lui, il avait aimé, il a dit ok, tu pourras défiler dans le défilé. Et quand mon travail a été montré dans ce défilé, il y avait un attaché de presse parisien qui m'a dit tout de suite je veux la collection gratos dans mon showroom à Paris. Et très vite, des personnes du monde de la mode, du monde des médias, ont choisi d'emprunter ces vêtements et d'en faire des éditoriaux dans des magazines. Et là, je parle de personnes qui avaient une forte influence. Je parle de personnes comme Isabelle Abloh, qui avait mis directement une silhouette en cover du Sunday Times Style Section, l'anglais. Je parle d'une styliste qui s'appelle Ariane Phillips, qui justement travaille depuis toujours pour Madonna pour l'habiller, mais aussi elle s'occupe d'autres célébrités. Et elle faisait des shootings avec Inès Van Lamsweer, des Vinoud Matadine, qui sont des photographes qui ont toujours été fantastiques. Et à l'époque, d'avoir les vêtements dans des magazines mis en scène par des personnes de ce calibre, c'est sûr que ça a tout de suite apporté à mon nom, à ma marque, à mon travail, une forme de visibilité instantanée. Et comment on gère ça? Parce qu'après, il y a la visibilité médiatique, mais après, il y a toutes les questions de production. Parce que si je suis bien renseignée, donc il y a des acheteurs chez Barneys qui sont venus vous voir, et vos 3 premières collections, vous ne les avez pas du tout produites. Et pour ça, il faut aussi de la force de caractère, quand on est jeune, de dire, voilà, je crée quelque chose, mais je ne vais pas tout de suite aller dans le cycle commercial. Et quelque part, c'est aussi... C'est un point de vue assez fort à imposer, c'est pas facile. Alors, je pense que parfois, il faut... alors, est-ce qu'il faut donner le sentiment qu'on fait des choix alors qu'on est dans des situations de non-choix? Moi, finalement, j'avais fait une collection avec des bouts de tissu anciens, des breloques que ma grand-mère en France avait amassées pour moi, des bouts de dentelle chantilly du 19e siècle, des choses qui tombaient en lambeaux tellement elles étaient anciennes, et c'était très beau, mais c'était improduisible. Donc c'était très séduisant, c'était très beau porté, et ça, c'était la première collection de la plage belge. Mais ensuite, je suis entré dans le rythme saisonnier du calendrier des défilés. Et là, j'ai fait une autre collection avec des vieux bouts de tissu. J'ai utilisé des draps de famille de ma famille normande. Et j'ai cousu pas mal de vêtements dans des lins anciens, dans des torchons, dans des plastiques brodés. Donc des choses de nouveau qui n'étaient pas vraiment calibrées pour être produites, sauf... Une partie de la collection, c'était du cuir. Et ça, je l'avais fait avec un atelier de cuir. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais fait un petit showroom à Paris après ce défilé, et juste pour montrer mon travail. Et pas mal d'acheteurs sont venus, comme Barneys, Maria Luisa, qui avait une boutique fantastique à Paris, qui vraiment mettait en avant les créateurs. Et
je ne pouvais pas produire pour ces gens. J'étais pas prêt. C'est une chose... souvent, c'est vrai que dans le cadre d'une école, c'est important parce qu'on sort d'un circuit scolaire où on est soi-même, en train de travailler pour soi-même, pour obtenir un bon résultat en fin d'année, mais on est seul en général. Et on sort, mais s'il faut faire quoi que ce soit, il n'y a rien dans la vie qu'on peut faire seul de ce niveau-là. Il faut être en équipe, il faut des gens, il faut des amis, il faut des personnes qui peuvent nous aider, il faut trouver des usines, il faut trouver un moyen pour le faire même financièrement. Donc ça m'a pris un peu de temps. Donc quand les gens venaient dans le showroom, je leur disais, je serai prêt la saison prochaine. Je vous promets, je serai prêt et on pourra faire des commandes. Et vous ont attendu? Oui, enfin, la saison d'après, je redéfilais et j'avais réussi à produire la collection avec des fabricants italiens, qui était une histoire assez rocambolesque, j'avoue. C'était des usines par-ci, par-là. C'était vraiment une débrouillardise de survie. Donc c'était un peu le non-choix, mais il fallait le faire. Et j'ai réussi à en fait enquiller et réussi à avoir une collection avec des modèles produits industriellement et on a pu passer commande. Et en fait, c'est vrai que le fait d'avoir attendu a fait qu'aussi la première saison a très, très bien fonctionné et ça m'a beaucoup aidé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui se posent cette question, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce parcours-là, il serait encore possible avec les évolutions qu'a connues l'industrie de la mode? Moi, je pense que c'est possible. Je pense que surtout dans la mode, chacun, quelque part, a un parcours atypique, enfin, souvent atypique. Il y a peu d'exemples qui peuvent être reproduits deux fois, je pense. Déjà parce que l'époque est différente, mais surtout parce que la méthode peut être différente. Il y a plein de façons de pouvoir avancer. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé à vos yeux depuis l'époque où vous vous êtes lancé? Je pense que globalement, l'industrie a fort changé. Évidemment, toute la communication, le moyen d'accéder aux images, d'accéder aux marques est différent. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de potentiel. La jungle est plus jungle. Mais je pense qu'à l'époque où j'ai démarré, c'est sûr que ce n'était pas facile de démarrer. Je crois que j'ai bénéficié d'un trou d'air où il y avait, à un moment, il n'y avait pas assez de nouveaux créateurs. Il n'y avait pas assez de nouvelles choses. Donc il y avait une attente aussi. Et je pense qu'à mon époque, une chose qui était quand même positive, c'est que souvent, les gens comprenaient qu'au début d'une histoire, c'était un peu rock'n'roll, que parfois on commandait, ça allait être en retard. Les gens étaient un peu plus permissifs qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises de la planète, tous les grands de distribution de la planète fonctionnent avec des données data, et donc il faut être performant, et il y a peu d'excuses, et il y a des tangentes beaucoup plus strictes à respecter. Ce qui rend le travail d'une jeune entreprise plus dur, on va dire. Parce qu'il faut faire tout de suite des choses un peu parfaites, parce que voilà, le milieu excuse moins en fait l'amateurisme. Et dans ce contexte-là, très concurrentiel, où il faut aller très vite, quels sont les éléments clés pour réussir à lancer une marque, selon vous? Alors, je ne pense pas que la vitesse est l'élément important. Je pense que, et j'en parlais tout à l'heure avec Sarah, justement, Sarah Maino, du fait que chez Alaïa, ils continuent la stratégie de prendre leur temps pour créer ou pour générer des produits qu'ils estiment au niveau de la maison ou qu'ils estiment porteurs d'idées. Mais je crois que on peut prendre son temps aujourd'hui. Je pense. Et il faut juste séduire des personnes qui sont ouvertes à ça, des acheteurs qui veulent des choses spéciales ou qui veulent des choses sans respecter nécessairement un rythme. Mais moi, souvent, je pense qu'un des atouts à avoir, c'est, et parce que c'est obligé, je pense, dans la vie, c'est la capacité de s'entourer. Je pense que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, souvent dans le monde étudiant, des étudiants, on est souvent seul, confronté, on est habitué à travailler seul. Mais le moment où on sort,
que ce soit pour intégrer une firme, une marque, ou que ce soit pour faire son propre chemin, on doit s'entourer. On doit trouver des amis, on doit regarder autour de soi. Il y a peut-être des personnes qui sont autour de soi, qui sont prêtes à aider 1 semaine, 1 mois, 2 ans. Et ça, c'est une chose qu'il faut comprendre, je pense, tôt. Parce que soit on fait quelque chose soi-même, mais on a besoin de monde pour réaliser, même envoyer des emails ou faire des choses rébarbatives, moins créatives. Il faut des gens qui sont prêts à aider. Mais si on intègre aussi une entreprise, il faut très vite, quelque part, interagir et être capable d'être un élément qui fonctionne et qui est fusionnel au sein d'une équipe. C'est assez paradoxal ce que vous dites parce que les grandes industries de la mode renvoient plutôt l'image du créateur un peu démiurge qui est tout seul en haut de sa tour et qui crée. Et on n'a pas tellement l'image d'une équipe, on a plutôt un nom en haut d'une maison. Et ça ne reflète pas forcément la réalité que vous êtes en train de... Oui, enfin, si on prend tout de suite le haut du... oui. Après, je pense que c'est peut-être une image, mais c'est sans doute trompeur, parce que je crois qu'il n'y a pas de... même à l'échelle d'une marque importante, je pense que le travail d'un créateur est d'interagir avec beaucoup de monde. Et le temps même imparti pour la création, souvent, est assez petit dans un agenda de designer, parce qu'au finish, en général, il y a beaucoup d'interactions à avoir avec pas mal de choses, des personnes qui sont dans différents services au sein de maisons. Donc je pense que la capacité d'interagir et aussi la capacité de parfois trouver qui peut être la personne juste pour faire quelque chose qu'il faut dédier, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important à penser dès qu'on sort de l'école, je pense. Et je pense que c'est aussi important, quand on fait dans une école de mode, de se dire, voilà, on peut être créateur de mode, mais il y a plein d'autres métiers. Il y a toute une autre palette de métiers qui sont possibles et dont on ne parle pas forcément assez. Mais je suis sûr que dans l'école, on en parle. Je pense que l'industrie de la mode, évidemment, elle est pleine de compétences à plein de niveaux différents. Ça va de la création textile, la création d'imprimés, le travail de studio. Il y a plein de stylistes qui créent dans les studios. Je pense qu'il y a plein de postes qui peuvent être parfaits pour certaines, selon la personne. Mais je crois que ce qui est important, c'est finalement de se faire un objectif. Je pense que quand on est en fin de cycle scolaire, par exemple, c'est bien de commencer à vraiment se faire un objectif. Ça peut être, mon objectif, c'est d'aller dans telle ville travailler pour une marque qui fait tel type de produit et d'intégrer d'une manière ou d'une autre une maison comme ça. Ou mon objectif, ça peut être de faire ma marque et donc faire tout ce qu'il faut pour aller dans le sens de cet objectif. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir un petit peu, clarifier un peu les idées et sortir du doute et se fixer un objectif. Et quand on veut lancer sa marque, est-ce qu'un passage par une grande maison, c'est un passage obligé à votre avis? C'est un passage qui peut être très utile. Oui. C'est un passage qui peut être très utile, même si je dis souvent à des étudiants ou des stagiaires, finalement, c'est mieux de venir chez moi parce qu'on est une toute petite start-up. Et qu'au moins on voit tout ce qui se passe. Souvent, il y a le rêve d'aller dans une grande maison, mais parfois le rêve se transforme en je passe mon temps dans une pièce avec d'autres stagiaires, je ne sais pas ce qui se passe à l'atelier, je ne sais pas ce qui se passe chez les chefs de produits, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des commandes de matière, je ne sais rien. Je rajoute des perles sur un fond de robe, et voilà. Donc l'idée, c'est pourquoi faire un stage ? Un stage, c'est pour apprendre des choses. Alors, soit il faut se dire, je veux apprendre exactement ce truc-là et essayer de se diriger vers ça, soit je veux connaître un peu tout ce qui se passe. Alors, pourquoi aller dans une grosse maison où beaucoup de portes sont fermées ? Il vaut peut-être mieux faire un stage dans une marque, alors petite, ou une marque même en difficulté, ça peut être intéressant. Et vous pouvez nous parler de votre propre expérience dans des grandes maisons comme Rochas, quand vous êtes entré. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous avez appris?
Rochas m'a donné déjà un accès au parfum. Parce que c'était une marque magnifique de mode des années 20 aux années 50, mais à la mort de Marcel Rochas, la mode s'était arrêtée. Par contre, les parfums avaient continué à se développer et de succès en succès, la marque était devenue une magnifique marque de parfum. Alors quand j'ai commencé, c'était un peu sur la descente. Les parfums étaient un peu des parfums iconiques. Et donc l'absence de mode et l'absence d'énergie autour de la marque empêchait un peu que les choses se développent ou retrouvent une direction. Et donc quand j'ai été contacté par la maison, il y a un truc qui s'est passé. J'ai adoré le peu que j'en ai vu du passé, parce qu'à l'époque il y avait de nouveau pas grand-chose sur Internet. Donc j'avais très très peu d'archives ou d'images sous la main. Mais par contre, l'univers onirique du parfum a ouvert vraiment des voies créatives. J'ai dessiné toutes les collections Rochas avec des petits, des mini flacons Rochas devant moi. Tout était coordonné à l'univers de la mode, couture et parfum. Et vous continuez à avoir votre marque à côté ? Ou non, vous aviez arrêté ? Non, je me suis mis complètement dessus. Alors, c'était un projet très entreprenant parce qu'il fallait tout commencer. Il fallait trouver des équipes, il fallait les constituer, il fallait créer un atelier, il fallait créer un service de chef de produit, d'achat, etc. Donc moi, étant donné que j'avais créé ma marque, je me sentais un peu le bon candidat, en fait, parce que j'avais vu toutes ces étapes. Après, j'avais vraiment envie de monter sur Paris. J'avais vraiment envie d'être inspiré par l'aspect plus couturier de la mode de Paris. Et donc, c'était un projet plutôt entreprenant. Mais ce n'était pas une grosse maison, c'était tout petit. C'était les parfums qui étaient grands. Et après, chez Nina Ricci, vous êtes passé directement de Rochas à Nina Ricci ? Ouais, tout de suite. Ouais. Et tout de suite. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que je dessinais une robe avec des oiseaux qui tenaient dans leur bec des petits foulards de mousseline, et j'ai reçu un coup de fil de Nina Ricci, et j'ai regardé mon dessin, je me suis dit, c'est pas possible, c'est une robe Ricci, quoi. Et voilà, et puis surtout, j'étais à la fin de cette session Rochas, parce que j'avais un contrat de 4 ans chez Rochas. Et le groupe qui possédait Rochas, qui était un groupe chimique, Procter & Gamble, qui est un énorme groupe américain de produits plutôt mass market, n'avait pas de maison de mode. Ils ont un portefeuille de marques énorme qu'on trouve dans tous les supermarchés, mais ils n'avaient pas de maison de mode. Et donc, ils avaient décrété qu'ils arrêteraient la mode. Par contre, ils m'ont respecté, ils ont dit « on continuera tant que tu es sous contrat ». Donc j'ai fini, et au moment où je faisais la dernière collection, j'ai eu la chance d'être contacté par Nina Ricci. Et avant d'entrer dans ces maisons, vous n'aviez jamais été en contact avec tous ces ateliers qui travaillent avec les maisons françaises ? J'avais des amis qui travaillaient dans des maisons. Oui. J'avais des amis à Paris qui m'expliquaient certains trucs, et puis surtout qui parfois me sortaient des bouts de tulle et des perles Swarovski et des trucs que je pouvais utiliser. Donc, ouais, j'avais des amis qui pouvaient un petit peu... Et d'ailleurs, certaines de ces personnes ont accepté des jobs dans ces maisons parce que j'avais besoin de constituer des équipes. Et est-ce qu'encore aujourd'hui, ce passage dans ces maisons, ça a imprimé votre style ? C'est quelque chose que vous avez gardé avec vous ? Ou alors on passe là comme on passe... Je pense que chaque expérience créative... Je n'aurais pas dit la même chose il y a 10 ans, en fait. Mais je pense aujourd'hui, en regardant back, je pense que chaque expérience créative, finalement, aide à se définir. On fait tellement de recherches. Et à la limite, le fait que, justement, tout ce parcours que j'ai eu était comme des chapitres, je m'obligeais à ouvrir des nouvelles choses. Je m'obligeais à changer ma façon de créer une collection. Et donc, du coup, en fait, finalement, je m'obligeais à évoluer peut-être parfois plus abruptement dans la recherche parce qu'il était question de créer pour une nouvelle marque et pas de se répéter et que ça ne ressemble pas trop à la précédente. Donc, je tire, je pense, d'une expérience
dont je suis vraiment heureux aujourd'hui, d'avoir pu faire ces différentes expériences et puis aussi de travailler avec tellement de gens différents. Et comment on gère, parce que vous étiez quand même très jeune, comment on gère la pression? Parce qu'on est quand même dans des grosses structures avec des attentes financières. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu vous peser ou pas du tout? Moi, j'étais souvent fortement sous pression, mais disons que les personnes qui m'aiment ou les personnes qui sont près de moi, ils sont presque plus genre « oh là là ». Et moi, en fait, à côté, je suis plutôt à l'aise, ça va. Ouais. Il y a des moments... Quand j'étais un petit peu plus jeune, par exemple, entre mes 25 et 30, j'avais tout le temps des courbatures dans la nuque, je me bloquais les épaules, mais en même temps, le mental était fort. Et évidemment, c'était le corps qui était en train d'exprimer toutes les choses qui peuvent être plus compliquées quand on doit aller s'expliquer sur des choses qui sont plus importantes, en travaillant avec des CEO, des gens comme ça. Il y a des pressions, il y a évidemment des choses qui sont parfois un peu... voilà, il faut arriver à assumer son rôle. Et donc, peut-être on est bien dans la tête, mais le corps, derrière, il est un peu, j'en fatigue, ou ça arrive. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous referiez? Est-ce que vous retourneriez aujourd'hui dans une grande maison? Ou est-ce que quand on est créateur, d'avoir finalement sa propre marque, c'est le Graal en termes de liberté créative? Je pense que c'est ni le Graal d'un côté, ni le Graal de l'autre. Moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est que j'aime bien dessiner pour moi, mais j'aime bien aussi dessiner pour un label ou pour quelque chose d'autre. Et je l'avais expériencé dès l'école. Par exemple, à l'école, j'étais sous le choc de découvrir les collections Helmut Lang. Et donc, j'étais obsédé par Helmut Lang. J'ai commencé à m'acheter des vêtements Helmut Lang. Et du coup, je me suis obligé à faire une fausse collection Helmut Lang. J'ai fait la même chose à l'époque quand j'étais à l'école pour Chanel. J'ai fait une fausse collection Chanel pour enlever ça de ma tête et pour après faire la collection que je présenterai aux profs. Donc, c'est des trucs que j'ai toujours eus. J'aime bien me mettre dans d'autres optiques. Et donc, voilà, je pense... Alors, on dit souvent faire sa collection en même temps qu'une autre marque, c'est très compliqué, oui, au niveau d'un agenda, mais on peut toujours s'organiser. Et quand j'étais aux États-Unis, finalement, c'est le moment où j'ai travaillé le plus dur, je dirais, dans ma vie, parce que j'avais 3 studios de création. Parce que j'avais le studio de création masculin pour la mode homme de Theory, et puis tu avais le studio féminin, et puis le studio défilé, avec la joint venture des Tescan Theory. Donc j'avais 3 équipes à gérer, et donc j'étais tout le temps en train d'aller d'un endroit à l'autre. J'avais pas de bureau, pas de chaise, parce que j'étais tout le temps debout d'aller d'un endroit à l'autre. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette proposition aux États-Unis chez Theory? Parce que entre Rochas et Nina Ricci, grande maison française, et tout d'un coup on arrive dans une marque de prêt-à-porter un peu middle market, c'est quand même un grand saut. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire? Je pense que ce qui est incroyable, c'est de voir que des marques peuvent faire des très très beaux vêtements dans des 100% soie, dans des laines fines, etc., à un prix accessible. Alors, quand on est dans la mode de luxe, on peut choisir un tissu en polyester qui coûte rien, essayer de faire la chemise par l'équipe, etc. Et dans la boutique de luxe, elle va tout à coup être quand même à 500 €. Et on va se dire, mais comment ils font dans le mid-market? Et tout ça, ça m'a taraudé. Je me disais, mais comment ces gens font? Et pourquoi mes copines mettent des robes qui sont très bien, qui sont 100% soie, qui se sont achetées dans des marques accessibles, etc. Et nous, on n'arrive pas. Et donc ça me taraudait, et j'ai vraiment, quand je suis parti de Ricci, j'ai fait une année sabbatique, une autre, et je voulais déjà refaire ma marque, mais avec plus d'accessibilité. Je voulais que ce soit moins cher. Et donc j'ai eu l'occasion, j'ai commencé à rencontrer des personnes de ce secteur-là pour leur poser des questions, pour comprendre, et par un concours de circonstances, j'avais eu un ami commun avec le boss de Theory. Et donc j'ai pu rencontrer Andrew Rosen, qui est le fondateur de Theory aux États-Unis. Je lui ai montré mes dessins, je lui ai dit voilà, je veux faire ma marque. Et lui, il adorait ce que j'imaginais. Et c'est lui qui m'a proposé de le faire ensemble. Il m'a dit mais pourquoi tu passerais pas du temps dans notre compagnie, puisqu'on est top, on est leader dans ce secteur-là. Pourquoi tu créerais pas ta collection? On se débrouille, on fait une joint venture, quelque chose comme ça, voilà.
Et mes équipes vont être très contentes de voir un créateur. Ils n'en ont jamais vu, ça va les stimuler. Tout le monde a l'air de dormir dans les bureaux. Il faut qu'on ravive le truc. Et donc, en fait, j'ai commencé comme ça, comme un intrus, à faire une collection, une capsule avec les équipes à droite à gauche qui venaient prêter main forte. Et ça s'est très très bien passé. Et 3 mois après, ils m'ont confié la DA de tout le truc. Donc c'est très organique. On ne sait jamais, quand on met le pied quelque part, on ne sait pas où on va parfois. Ça se fait de façon organique. C'est comme quand j'ai quitté l'école et que je cousais à la maison, je ne savais pas que ça allait donner ce que ça a donné. C'est juste qu'on se met dans quelque chose et quand il y a une opportunité ou quand il y a moyen de, on trouve voilà, l'accès s'ouvre. Mais par exemple, je pense que pour plein d'étudiants qui sortent de l'école, ils se demandent mais comment je dois faire? Quel conseil vous donneriez? Ou quel conseil vous avez reçu qui vous a vraiment beaucoup aidé et que vous transmettriez aujourd'hui? Moi, j'ai reçu des conseils quand j'étais déjà un peu hors de l'école, quoi. Je vais dire, quand j'ai commencé à rencontrer des professionnels. Alors, il y a des conseils qui veulent rien dire, mais qui disent tout. Moi, je me souviens, quand je parlais de l'attaché de presse qui m'avait découvert ma collection en Belgique, sur la côte belge. Et très vite, il m'a dit, attention Olivier, il y a des requins dans cette industrie. C'est plein de requins. Et moi, le petit Olivier, un peu naïf, je me disais, oui, sûrement, etc. J'attends d'en voir un. Et vous en avez vu? Et voilà, c'est juste le fait de le savoir. Après, on commence à être... voilà, on ne met pas toute sa confiance trop vite dans des personnes qu'on ne connaît pas bien ou... Donc ça, c'est un conseil qui veut rien dire, mais qui dit tout finalement. Après, il y a plein de conseils. Moi, comme je dis, regardez autour de soi. Il y a peut-être des personnes qui veulent faire équipe. C'est génial. Comme ça, on peut commencer à travailler ensemble. Ça peut déjà permettre d'avoir un groupe et une interaction et une personne qui va dire son avis. Et après, ça peut être d'avoir un objectif, comme je disais tout à l'heure. Ou alors ça peut être de se dire, genre, il faut que j'apprenne plus. L'école, c'est très bien, ça ne m'a pas donné toutes les clés. Alors je dois entrer dans une entreprise, voir déjà si j'aime finalement travailler dans une entreprise. Et puis regarder s'il y a quelque chose qui devient très intéressant à faire. Moi, j'avais un stagiaire de Red, d'ailleurs, quand j'étais chez Nina Ricci. Et quelqu'un de très créatif, qui s'appelle Marius Borgeaud. Donc il vient, lui, il fait sa collection et tout ça. Et quelque part, je lui ai dit un jour, tu veux pas essayer de faire un print? Mais il n'avait jamais vraiment fait des prints. Et il a commencé à bidouiller et ça a donné quelque chose de magnifique. Et de fil en aiguille, il a commencé à faire tous les imprimés. Et j'ai jamais fait autant d'imprimés qu'à cette époque-là. C'était des collections, on parle de 30, 40 imprimés différents. Une fois, on a imprimé toute la salle du défilé. Donc il a fait un imprimé qui faisait des centaines de mètres carrés. Donc des choses qu'il n'aurait jamais imaginées à l'école. Et aujourd'hui encore, il fait mes imprimés. Donc c'est des trucs d'entrer dans une entreprise et de voir. Moi, je peux vous dire, il y a des gens qui font ça, des gens qui font ci. Mais une fois qu'on entre dans une entreprise, on voit des choses qui se passent. Et on voit aussi qu'on est plus heureux quand on est en train de travailler avec, je sais pas, une équipe plus manuelle qui fait des choses dans un atelier, ou alors une équipe plus cérébrale qui fait des choses au computer. C'est voilà, c'est l'expérience. Et comment, parce qu'aujourd'hui avec l'omniprésence des réseaux sociaux, on a aussi l'impression des fois qu'on peut faire sa collection, la lancer sur Instagram, sur Internet. C'est quoi votre relation, vous, avec ces outils-là? Et est-ce que vous pensez que c'est une aide ou que des fois, ça peut être aussi un piège pour un créatif? Moi, je pense que si demain, ou si aujourd'hui, un créatif est super... Moi, je suis nul je vous le dis, je suis nul en trucs computer, etc. Vous n'utilisez pas beaucoup si Instagram. dans la salle, il y a un créatif qui est hyper malin et qui sait faire son site web sans problème... puis finalement qui connaît une firme qui fait des chemises, et puis tout à coup il arrive à lancer son Instagram, il fait des chemises, et puis ça devient, et qu'il est capable de se lancer là-dedans, bonus. Moi j'irais, vas-y. C'est tout un truc de si quelqu'un a des atouts qui permettent de fonctionner en harmonie avec son époque et de taper juste sur le créneau qu'il faut, oui, il ne faut pas s'arrêter, il faut y aller, il faut essayer, sans prendre des risques
qui vont apporter des problèmes, j'en sais rien, sans mettre tout l'argent de papa et maman. Mais ce qu'il y a, c'est que je crois qu'il faut, si quelqu'un est extrêmement doué en communication par le biais des réseaux sociaux et arriver à créer un buzz, aujourd'hui, ça peut fonctionner très vite. Comme je dis, c'est une jungle qui n'a jamais été autant une jungle, mais même dans une jungle, tu peux avoir quelque chose qui a un succès, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut tous être un peu des influenceurs. Parce que quand vous avez commencé, vous avez eu Madonna, Isabelle Abloh, c'était les influenceurs de l'époque. Et aujourd'hui, tout ça s'est démultiplié. Oui, tout le monde a un peu ce pouvoir-là. Je pense qu'on est tous conscients qu'on est dans une époque de versatilité, de rapidité. On aime un truc, on dit like, mais après on ne se souvient pas même le nom de ce que c'était. Donc ça, il faut évidemment, il faut le savoir. Ça change rien. En fait, on le sait, ça change pas grand-chose. La seule chose, c'est que ce sont peut-être des choses qui apportent une dose de difficulté ou de facilité. Pour moi, c'est difficile de vous dire si c'est mieux ou moins bien pour quelqu'un qui sort d'école, finalement, d'avoir l'outil Instagram, quand peut-être qu'à l'époque, un journal régional allait vous apporter plus de visibilité au niveau concret, parce que les gens allaient vraiment l'avoir devant leur nez pendant un mois sur la table de séjour, et que finalement, c'était une information qui s'ancrait dans leur cerveau, quoi. Donc, c'est quelque chose, pour moi, c'est difficile à dire. Mais par exemple, on en découvre tous les jours des labels qu'on ne connaît pas, mais qui sont sur des sites e-commerce et qui apparemment fonctionnent. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie chance, une vraie opportunité pour des labels inconnus ou pas encore connus de fonctionner, de se faire connaître. C'est quelque chose qu'on n'aime pas trop dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop d'habits, trop de marques, trop d'offres? Des fois, on a l'impression comme ça d'être inondé. Mais le marché a grandi. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller dans une grande ville pour acheter un vêtement de créateur. Donc on a plus de monde, il y a plus de gens, il y a plus de pays, il y a plus de tout. Donc pourquoi pas plus de marques? Mais ce qui est sûr, moi j'ai toujours le sentiment qu'à un certain niveau, la mode est saturée. Il y a toujours un équilibre. Alors, quand c'est trop saturé, finalement, les gens se désintéressent de certaines choses, et puis ça se désature, et puis après, ça reprend. Mais je crois que, on est saturé d'informations, et c'est pas, par voie de conséquence, c'est pas étonnant que, avec tous les médias qui existent, il y ait quand même beaucoup de labels, beaucoup de choses, beaucoup d'images, beaucoup de produits. À chaque marque de faire le tri et de décider sa stratégie. Mais j'ai l'impression qu'aussi ce trop-plein, ça crée une forme d'appétence pour la lenteur aussi, et de retrouver un cycle humain. Et il y a beaucoup de jeunes créateurs qui se lancent sur la table de leur cuisine, qui font faire leurs photos par leurs frères, et que peut-être il y a moins cette course à aller vite et aller vers... Moi, je pense qu'on va toujours rester sensible aux choses qui ont un truc humain. C'est sûr que quand on découvre un nouveau label, il y a toujours une fraîcheur. Et même si c'est photographié sur une table de cuisine, ça va looker plus moderne probablement. Ça va faire tout à coup un truc, on a plus envie de ça. Moi, je pense qu'il va toujours y avoir ce regain, cette réjuvénescence. Ça, c'est inévitable. Et surtout, on parle de la mode. Et la mode, c'est fait pour évoluer. Je dirais, on prend les années 40 à 50, 50 à 60, on voit le changement. C'est tellement énorme, le changement. Aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'on est en train de changer autant qu'entre années 80, années 90 ou... Est-ce que la mode peut encore être un vecteur de progrès en termes de... Je pense à l'écologie, ou est-ce que ça peut être encore une industrie qui donne l'exemple pour aller vers de nouvelles valeurs? La mode progresse. La mode progresse au niveau de tout ce qui est éco-sensible. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir enfin des réponses à des questions que je me posais. Chaque fois, je choisissais les tissus, des 100% soie. Moi, j'aime les belles matières. J'aime les 100%, des matières qui sont pures,
des belles laines, des cachemires, des purs soies. J'ai souvent un rejet quand je vois qu'on commence à mélanger du polyester, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai pu comprendre que, par exemple, au niveau législatif, l'Europe est leader dans la législation pour quelque part donner un cadre éco-sensible aux activités industrielles du textile. Donc très bien. Tous mes tissus sont italiens et aujourd'hui, j'ai des fabricants italiens qui ne peuvent pas me proposer des soies dévorées parce que les produits sont plus permis en Europe. Donc s'ils veulent me proposer des soies dévorées, ils doivent aller les acheter en Chine ou je ne sais où pour les importer et me les revendre. Mais c'est quand même un step, c'est génial. Ça veut dire que déjà là où l'industrie quand même pêchait beaucoup, c'est-à-dire le monde industriel du fabricant de tissus, aujourd'hui c'est très cadré, surtout en Europe. Et par exemple même un fabricant de coton qui veut livrer aux États-Unis, il y a aussi des règles qui doivent être démontrées, prouvées. Donc en fait il y a un progrès. Et je pense que après, ça va créer un tort à la mode si on ouvre la boîte et on se rend compte que derrière la beauté de telle marque, finalement, il y a une gabegie insensée. Et je pense que chaque player, des gens importants dans le secteur, font très attention aujourd'hui et réfléchissent à toutes les stratégies à mettre en place pour éviter l'écueil de gros problèmes liés au gaspillage, à la pollution de leur activité, etc. Et là, si je change un peu de sujet, il y a une année, vous avez fait une grande rétrospective au MOMU sur 20 ans de votre carrière. On se dit à 40 ans, d'avoir une rétrospective sur 20 ans de travail, c'est énorme. Ça doit donner une sorte de vertige. Comment vous avez vécu ce moment ? C'est un peu bizarre. Moi, ça m'a pris quand alors le MOMU, qui est le musée de la mode d'Anvers, qui est un musée formidable, mais vraiment très très bien. Enfin, ils ont une collection fantastique. C'est vraiment le musée qui choisit des vêtements parce qu'ils ont un intérêt technique, parce qu'ils ont une coupe, pas juste parce qu'ils sont griffés. Et ils sont venus à moi lors du premier défilé quand j'ai recommencé ma marque, c'était en 2017. Et donc, ils m'ont proposé de faire cette exposition. Mais moi, j'ai pris des mois à comprendre que c'était une exposition sur mon travail. Je pensais qu'ils voulaient que je sois comme un curateur qui allait choisir dans leur collection des pièces et développer une thématique. Donc voilà, ça m'a pris longtemps parce que c'était vraiment pas du tout, pour moi, tangible que je me retrouve à faire une exposition monographique de tout mon travail. Et voilà, ça a pris, voilà, je dis peut-être 3-4 mois jusqu'à ce qu'ils me fassent vraiment comprendre à une table que non, c'est ton travail, c'est parce que tu fais ton anniversaire des 20 ans. Et donc, c'était une expérience franchement formidable. C'est intéressant. Alors, le monde muséal est très intéressant au niveau conservation, recherche. C'est quand même un univers de scientifique de la mode. Donc, c'est vraiment intéressant au niveau de l'expérience, de la connaissance. Et après, de voir la plupart des pièces que j'ai exposées, c'est des pièces que je n'avais pas vues mannequiner, enfin, sur les proportions d'une fille depuis le défilé qui avait eu lieu il y avait 15 ans, 20 ans. Donc, c'était quand même, j'avoue, assez émotionnel. Et en quoi votre travail, enfin, en regardant ça, en quoi votre travail a évolué Qu'est-ce que vous avez vu comme... C'était pas évident parce que j'ai dû travailler des mois sur cette exposition qui est vraiment un regard derrière, en fait, où on redécouvre tout le cheminement, ce que j'ai fait à droite, à gauche, etc. Et donc finalement, j'ai intégré, j'étais tellement dans toutes mes archives, j'ai pris même des anciens patronages, des vêtements que j'avais faits une fois, telle saison, et je me suis dit, tiens, je vais les réintégrer, je vais les refaire, je vais les réintégrer. Et quand j'ai fait le défilé Spring 18, la moitié du défilé, c'était des twists sur des pièces que j'avais faites avant. Ça ne se voyait pas vraiment, mais en tout cas, c'était ma manière à moi peut-être de digérer, en fait, de faire quelque chose de contemporain, alors que j'étais tout le temps dans cette analyse, dans le travail de réalisation du livre, où c'était ressasser le passé. Et par exemple, la haute couture, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez retoucher ou... Alors moi, j'ai jamais travaillé dans la haute couture. Oui.
Enfin, des Mais en ateliers fait, la haute couture. couture n'a pas de frontières. On peut faire Ouais. tout seul à la maison une pièce haute couture. Il suffit de la faire sur mesure Mhm. et puis de la coudre avec toute l'attention que requiert une pièce d'exception. Mhm. Donc moi, j'ai toujours fait de la couture, même si j'ai jamais fait une collection haute Haute couture. couture, ouais. Alors, j'adorerais parce que ce serait une sublime expérience. J'espère que je le ferai un jour. Mais pour moi, il n'y a pas de limite. On peut faire une chose très simple. On peut faire une chemise en popeline toute pure, hyper clean. Et on peut faire la même chemise haute couture dans une mousseline rebrodée, faite avec des idées qui sont terribles au niveau de réalisation. Et voilà, il n'y a pas de limite. Et elles peuvent être frères et sœurs, les deux chemises. Il n'y a pas de problème. Elles peuvent être dans la même collection. Et je pense qu'on est habitué de voir des collections de prêt-à-porter qui sont couture. Les collections quand Alexander McQueen faisait ses collections, la moitié des créations, c'est pure haute couture. C'est du génie haute couture. Pourquoi c'est encore pertinent aujourd'hui encore de parler de haute couture? Parce que c'est une culture. Parce que la haute couture, c'est un domaine où on fabrique les vêtements sur mesure pour des personnes qui viennent les commander en direct. Donc on présente des modèles et puis des dames ont accès à la collection. Alors en plus en ordre, parce que tout le monde ne peut pas le voir du premier coup, c'est très compliqué. Mais c'est intéressant. Et puis surtout, il y a tout un ouvrage et tous des gens, des ateliers, des personnes qui ont un savoir, qui sont actifs sur cette activité-là. Et ça, pour moi, c'est une richesse. C'est pertinent parce que ça crée encore de la désirabilité et qu'il y a toujours des clientes qui veulent des pièces haute couture. Très bien. Ben, je ne sais pas si... Enfin, j'imagine qu'il y a des questions. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. C'est toujours intéressant. Ouais. On vous a entendu beaucoup sur la création de votre marque, mais est-ce que vous pourriez parler un peu aussi sur la construction de votre style? Parce que c'est très intéressant justement que vous jouez beaucoup avec... Vous avez créé un univers et des techniques que répondent à cet univers, les plumes chez Ninarity et des moments comme ça qui sont très jolis. Est-ce que vous pourrez nous parler de la création de l'univers Tiesquet? Je pense que... Enfin, moi, je passe dans des phases, en fait, où je vais être un petit peu obsédé par quelque chose. Clairement, c'est vrai, à raison, quand j'étais chez Ricci, j'ai travaillé beaucoup la plume. Et est-ce que j'ai fait des choses avec de la plume avant? Quelques-unes chez Rochas, mais chez Ricci, il y avait quelque chose de léger. Donc, tout à coup, l'outil de la plume était vraiment approprié et je l'ai fait avec délicatesse ou parfois en étant très rough. Mais je pense que la technique... Alors, on apprend beaucoup par soi-même. Comme je suis parti de façon complètement impromptue de l'école, quand je faisais encore, après mon deuxième ou troisième défilé, un de mes goals, c'était d'arriver à faire un beau pantalon encore. Et à réussir à faire le patronage d'un pantalon. Donc, je continuais à apprendre alors que je faisais des collections qui étaient commercialisées. Mais le fait d'apprendre tous ces détails de technique et d'approfondir petit à petit, j'ai fini par parfois coudre un corset ou faire des choses en plissé, des trucs compliqués. Et on finit par... en fait, plus on avance dans la technique, plus on peut devenir passionné par approfondir, en fait, certains domaines techniques. Par exemple, l'utilisation de matières très très souples et très légères. C'est quelque chose de très compliqué. La forme, quand c'est cousu, il y a tellement d'accidents qui peuvent se passer et ça ne peut être fait que... Alors si c'est fait par des personnes, il faut que ce soit des personnes très émérites. Et donc la chance aussi, c'est petit à petit d'avoir pu travailler avec des personnes qui avaient une technicité. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un en Allemagne qui avait fait une école suisse. Alors je sais pas si c'est... Je pense pas que c'est ici parce qu'elle était plutôt de Zurich. Mais il avait fait tailleur homme. Et moi, je voyais comment il travaillait. Et je me dis, c'est pas possible, il est trop doué. Et il a fini par travailler chez Rochas, à m'assister quand je faisais les fittings. Et au bout de 2 ans, je lui ai dit, écoute, là, je crois que tu es prêt.
Maintenant, tu peux faire tous les fittings tout seul. Moi, je m'assois là, je travaille avec les autres et je te regarde. Je regarde comment ça se passe. Et donc, cette technique, ou entre le fait que j'apprends des autres, mais aussi après qu'en travaillant ensemble, finalement, des personnes peuvent intégrer ma manière de travailler et tout à coup, il y a moyen de léguer et de se concentrer sur autre chose. Et donc la plume, par exemple, j'avais un assistant qui était super doué pour manipuler les plumes. Donc c'est lui qui allait faire les coiffes, ou alors Marius, dont je parlais tout à l'heure, qui allait faire des boas en plumes en les passant à la machine, dans des bains de teinture, en les tricotant. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est quand quelque chose arrive dans un studio, quand on commence tous à avoir des plumes en tête, tout le monde va commencer à faire des plumes à droite, à gauche, et puis ça finit par créer des choses intéressantes. Et c'est un studio, il y a toujours un aspect sérieux parce qu'on a des impératifs, mais il y a aussi un côté, parfois j'ai l'impression que c'est une salle de jeu, quoi, parce qu'on est en train de creuser des trucs, d'essayer des choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. En fait. Oui, merci. Ouais. On t'entend. Moi, je crois qu'il n'y a rien qui, dans la mode, fonctionne en disant toujours. C'est un truc, je crois que quand on a trop d'onérisme, on en a marre de l'onérisme, on le met de côté, et puis une fois qu'il nous manque, on le ramène. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est toujours un peu comme ça. Quand j'ai des phases où j'étais un peu romantique, quand on travaillait ensemble d'ailleurs, à l'époque de Rocha, c'était un peu plus romantique et onirique. Et c'est vrai qu'après un moment, je commençais à sentir l'envie de mettre une fille dans un jean avec une veste en cuir. Donc c'est très... je pense qu'on est tous un peu avo et ava. Et en même temps, le paysage est tellement varié que si quelqu'un aime acheter des choses qui sont un peu fairy tale, il va toujours y avoir un produit quelque part qui correspond à ce qu'elle cherche. Donc c'est plutôt lié au parcours perso, je pense, et au désir d'une personne de bouger, d'essayer autre chose. Ouais. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez géré d'entrer comme directeur artistique dans une grande maison à 25 ans. Est-ce que vous aviez des moments où on a un petit peu ce syndrome de l'imposteur, où on se demande est-ce que j'ai ma place ici? Comment est-ce que vous avez géré ça? En fait, c'est une bonne question qui soulève un peu le sentiment qu'on a en fait au fond de soi. Moi, pour être quelque part inspiré dans un projet de ce genre, j'ai besoin de me sentir utile, ou j'ai besoin de sentir que ce que je fais permet à la marque en fait, d'avancer de manière juste. Donc, heureusement, j'étais animé par ce sentiment, parce que j'avais le sentiment que c'était très important de faire ça. J'étais quand même très décisif sur mes choix. Et pour commencer, enfin, surtout, il fallait trouver des locaux. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'était une marque de parfum, en fait. Il y avait une boutique qui faisait des petites licences de choses. Donc, ce n'était pas du tout ce pourquoi j'étais venu. Moi, j'étais venu pour relancer la mode, et donc il fallait trouver des locaux. Alors, on a commencé en bougeant 2 équipes de marketing parfum, qui d'ailleurs étaient assez inutiles. On les a bougées, hop, on les a tous mis dans un bureau en haut, et on a pris la place. Et puis ensuite, on a commencé à avoir besoin de plus de place. Et dans ce petit immeuble, on utilisait la boutique pour faire les essayages de défilés. On utilisait la retoucheuse pour faire tous les... Enfin, c'était vraiment on a commencé petit. Et de fil en aiguille, finalement, on a pris des grands locaux, on a trouvé un immeuble. Et là, on a pu installer tous les aspects de la maison. Et surtout, l'équipe a grandi. Mais on est resté une très petite équipe. Après 4 ans, on était 24 personnes. Et dans les 24 personnes, tu avais le studio, la presse, le commercial, le management, la comptabilité,
la réception. Donc on était une toute petite équipe pour une marque que tout le monde pensait était une grande marque. Alors voilà, c'est l'histoire. Bonsoir. Bonsoir. Alors du coup, moi je voulais vous demander comment en tant que designer à la tête d'une marque, donc qu'elle soit petite ou grande, comment on arrive à jongler avec les aspects commerciaux sans vraiment se faire, on va dire, manger sa créativité. Mais les commerciaux détestent vendre un truc qui n'est pas créatif. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui stimule personne, ça ne se vendra pas. Chaque fois qu'on m'a appelé, c'était pour me dire sois le meilleur que tu puisses être au niveau créatif pour nous. Alors attention, ça ne veut pas dire fais des débilités, fais quelque chose qui soit la chose. La vision, apporte la vision qu'il faut apporter à cette marque. Alors j'ai eu l'expérience d'être un peu tristoun quand je vois que des choses que j'aime bien parfois se vendent pas. Alors, dans une collection, il y a toujours des choix. Quand on présente une collection sur 100 modèles, on va dire ok, il y en a 60 qui se vendent bien, 20 qui fonctionnent vraiment, 10 qui sont best-sellers, et puis après le reste c'est des trucs on annule, on va même pas les produire. C'est une personne peut-être qui a choisi la pièce. Donc c'est un peu triste. Mais par contre, je pense que naturellement, la plupart des créateurs, enfin en tout cas je pense les créateurs qui ont un certain succès, je pense qu'il y a un équilibre en fait. C'est-à-dire qu'on cherche, quelque part, il faut penser, et c'est une des choses que j'ai oublié de parler aussi, c'est l'aspect merchant. C'est-à-dire, quand on sort d'école, finalement, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut faire quelque chose qui va être désiré par quelqu'un pour être porté ? Est-ce que ce qui va vraiment faire plaisir, c'est se dire j'ai fait cette robe et en fait il y a une femme qui est fan de cette robe et elle la porte. Alors en fait, au fil du temps, quand on dessine, on a toujours ce truc au fond de la tête. On espère que ce qu'on crée va plaire. Et donc si on fait bien les choses et que ça plaît, ça va se vendre. Et donc du coup, c'est un petit peu ce circuit et qui est sain parce que si ça ne se vend pas, ça ne durera pas et on se pose même plus la question. Mais la chose importante, c'est que finalement, pour avoir une carrière dans la mode, finalement, il faut jouer avec cet étrange jeu du désir et de cette interaction. Et il y a des marques extrêmement créatives qui sont fantastiques au niveau commercial. Pense à Comme des garçons. Il y a une question là. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que créateur, vous avez trouvé votre méthode de développer chaque collection, votre méthode d'avoir une ligne directive, en fait, pour chaque collection ? Non, toujours pas. Ok. C'est dû un petit peu au fait que j'aime pas... j'aime pas répéter le quotidien sans cesse. Donc, il faut que chaque collection, il y ait un peu une méthodologie. Alors, en général, la méthodologie change parce que j'essaye de l'améliorer. Donc, par exemple, je dessinais avant toujours sur du papier et quand j'ai relancé mes collections, j'ai acheté un iPad Pro. J'ai jamais dessiné un des modèles sur du papier depuis que j'ai cet iPad Pro. Tout est sur iPad. Et en travaillant sur l'iPad Pro, j'ai commencé à évoluer ma manière de travailler dessus, en commençant à faire beaucoup de choses techniques. Et donc, à chaque fois, ça crée une nouvelle systématisation, une nouvelle logistique autour de la collection. Et c'est sans cesse. Et surtout, il y a des collections où on est plus efficace que d'autres. Alors quand on est moins efficace sur le rendu d'un dessin, on va tout à coup commencer à être plus efficace sur l'interaction avec le domaine plus technique. Et finalement, c'est toujours un peu, on recommence à zéro. Hein. Alors, il faut une méthode quand même, parce que l'équipe autour de toi ne peut pas être dans un chaos de genre la méthode change tout le temps, on ne sait plus où on est. Donc, il y a une méthode. La meilleure chose, c'est de laisser aussi des personnes de ton équipe faire les choses comme elles l'entendent. Et moi, j'ai ma méthode pour ce que je fais, et eux, ils ont leur méthode pour ce qu'eux font. À partir du moment où ils remplissent les responsabilités qu'ils doivent remplir, on est tous contents. Merci. Question au loin. Oui.
Je creuse un peu dans les anecdotes. Vous avez parlé tout à l'heure de la première fois où vous avez découvert justement que la machine à coudre avait 2 bobines. C'était très touchant. Et du coup, ça me faisait beaucoup rêver sur vos premiers gestes, quand vous avez appréhendé justement les fils, les aiguilles et tout ça. Et je me demandais quels étaient en fait à cette époque où vous devez vous occuper de toutes les étapes du processus, les moments les plus ingrats et ce qui vous aimiez le plus en fait dans ces moments-là. Comment vous avez... On sait par exemple quand on apprend à coudre, on fait un pantalon et puis on a l'impression d'avoir fini et il suffit après de s'attaquer à la fermeture éclair pour justement devenir fou. Donc il y a plein de passages qui sont très très ingrats. Parfois il faut découdre. Donc je voulais avoir une anecdote sur ça en fait de votre part. Ouais, c'est vrai, l'histoire de la machine à coudre, par exemple. Alors, à cause de ça, j'ai dû toujours coudre des trucs à la main, même quand j'étais gosse. Donc, je cousais des trucs. Je faisais des marionnettes avec la taille trop fine. Je ne savais même pas passer la main dans la marionnette, des trucs idiots. Mais ce qui s'est passé, c'est que... plusieurs choses. Je pense que honnêtement, j'ai des facilités techniques. Je crois que j'ai un peu le compas dans l'œil, on va dire. Donc, quand je fais quelque chose, je ne supporte pas si tout à coup, il y a un truc qui clairement a l'air de ne pas être absolument nickel comme il faut. Donc, je crois que ce que j'ai fait souvent, c'est que j'ai pris toujours un peu le temps qu'il faut pour me dire chaque étape est comme il doit être. Et d'écoute, c'est une horreur, mais par contre, mon vrai problème, c'est que je suis dyslexique. Et que donc, du coup, encore aujourd'hui, si jamais je dois coudre un pantalon, je risque de coudre 2 jambes gauches. Et vraiment, même en me concentrant, c'est un truc systématique. Je fais souvent des erreurs très bien cousues, mais qui sont liées à un problème de dyslexie. Bonsoir. Est-ce que vous faites encore des pièces vous-même? Est-ce que ça, c'est un vrai plaisir de prendre une pièce de A à Z? Et est-ce que parfois, justement, dans tout ce process des grandes maisons, on ne perd pas un petit peu ce côté-là, un petit peu voilà, le début, où on arrive à tout survoler, et puis c'est ça l'émotion, finalement. Et voilà. Moi, j'adore faire des pièces moi-même. Alors, pas tout le temps, mais souvent, j'ai mes habitudes. J'essaye au moins d'avoir une pièce dans la collection que j'ai faite moi-même. Même dans les maisons. Alors, ce que je faisais, par exemple, chez Nina Ricci, c'est qu'avant le défilé, il y avait toujours des jours un peu creux pour moi, parce que les choses étaient en train d'être faites. En préparation de défilé, c'est des agendas un peu bizarres. On va avoir un jour des castings, un jour... c'est pas des agendas pleins, en fait. Et on est un peu tributaire de... Et donc, ce que je faisais en général, c'est que je drapais une robe. Et après, je la donnais à 2 couturières qui étaient hyper douées au point-main et elles fixaient tous mes drapés. Et quand on regarde les collections Ricci, en général, il y a toujours, dans chaque défilé, 1 ou 2 robes drapées et c'est souvent des pièces que j'ai faites de mon côté avant le défilé, juste les jours qui... Et c'est des pièces souvent importantes parce que c'était tout à coup un truc que je savais qu'on avait besoin de faire et que je n'avais pas vraiment lancé. Je savais qu'il était trop tard et que je n'allais pas commencer à mettre ça sur le dos de tout le monde. Et parfois des pièces pour des célébrités. Certaines fois avec des robes qu'il faut faire pour une actrice. Et tout à coup, tout le monde est tellement occupé qu'il vaut finalement mieux, plutôt que créer un débâcle au niveau de l'équipe, essayer de se débrouiller pour peut-être voir si on ne peut pas faire un peu soi-même. Ça arrive. Et le sommet pour moi, ça a été le premier défilé avec les chaussures, là, ce défilé-là, quand j'ai recommencé. J'ai passé le mois d'août à broder une robe, qui était une robe du final, qui sur les photos on ne le voit pas, mais tout le dos est brodé de perles de jet, de rubans. Et j'ai passé mon mois d'août à Paris à regarder les JO, c'est les JO 2016 en fait, en brodant cette robe. Et c'était franchement, moi j'ai adoré. Et quand on travaille sur un modèle, ça vide l'esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire. On a envie d'écouter de la musique. On aime bien être avec des amis, faire des choses qui sont plaisantes, quoi, parce qu'on est très concentré en fait. J'ai une deuxième question. Ouais. Est-ce que finalement, c'est pas assez rare? Moi, je viens aussi de cette industrie-là à Paris. J'ai fait des studios de mode. Et donc, j'ai envie de dire bravo, parce qu'on a rarement un DA qui, en fait, est autant un créateur.
on est tellement dans une société de l'image et tout ça, on a parfois un décalage entre... je sais pas. Je pense, ouais, mais je crois que c'est... Je ne sais pas exactement comment chacun travaille. Je pense que c'est pas peut-être courant, mais ce qui est important, c'est, je pense, le faire soi-même, c'est pas le truc important. Je pense que le plus important, par contre, c'est le lien qu'on peut avoir avec les personnes techniques. Et vous le voyez, par exemple, dans les vidéos, parce que des maisons qui marketent bien le derrière les coulisses. Mais une réalité, par exemple, ça va être Karl Lagerfeld qui connaît le nom de toutes les personnes qui travaillent dans l'atelier et qui va passer un moment avec elles pour les remercier, etc. Et ça, le lien avec les personnes qui sont dans la technique, ça, pour moi, il est fondamental. Et c'est regrettable que c'est vrai dans certaines maisons, des DA actuels n'apportent aucune attention aux gens qui donnent d'eux-mêmes. Et parce que pour que les collections soient bien faites, il faut aussi qu'il y ait une harmonie et que les gens veulent vraiment donner un peu une forme d'amour à ce qu'ils font. Plein de questions. Bonjour. Bonsoir. Avant, vous avez parlé de broderie. Je me demandais si vous avez pris du temps dans votre carrière, parce que je ne l'ai pas remarqué, pour faire des ateliers justement de technique, de la maroquinerie, de la broderie, de la dentelle ou des détails comme ça, où vous avez vraiment travaillé que ces spécificités-là, ou si vous avez plutôt travaillé toujours de manière globale dans le design. Ouais, j'ai toujours travaillé de façon à ma façon, en me débrouillant. Par exemple, la broderie, j'ai jamais eu un cours de broderie, mais en tête, je sais ce que je veux comme résultat. Donc, quand je le fais, je me dis, OK, c'est comme ça. Et j'étais très content de comment je l'ai fait. Donc, après, on peut apprendre plein de choses. Il y a des techniques que je connais pas. Et il est sûr, quand je vais chez Le Sage, parce que bon, la chance que j'ai, c'est que j'ai quand même beaucoup travaillé avec des brodeurs qui sont fantastiques. J'ai même connu François Lesage qui s'est occupé de quelques robes. Il venait lui-même avec les dessins qu'il avait fait pour les robes et tout ça. C'est incroyable de travailler avec des gens aussi doués. Mais quand tu vas chez Lesage, ils ont une technique de broderie où la broderie, elle est à l'envers. Donc littéralement, ils brodent quelque chose qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas les résultats. Ils ont au dos que les fils. Et la broderie, il faut s'allonger sous la table pour voir à quoi va ressembler la broderie de la robe. Ça, moi, je ne saurais jamais le faire. Enfin, il faudrait vraiment, effectivement, que je fasse un atelier d'1 mois à apprendre, comprendre. Quand je fais les choses moi-même, quand je couds moi-même, c'est un peu parce que j'ai en tête un résultat, je vois comment je veux que ce soit au finish. Mais c'est probablement pas la meilleure technique et c'est sûr que quelqu'un d'autre peut le faire vraiment mieux en le faisant avec métier, avec expertise. Bonsoir. Pierre. Oui. Alors, il y a une certaine époque, c'est les couturiers qui faisaient descendre la mode dans la rue. Aujourd'hui, c'est la rue qui exprime ses envies et qui murmure aux oreilles des couturiers. Et pour moi, ça crée un espèce de langage monotone qui s'est créé et qui aussi pousse les maisons à diluer leur identité et aux créateurs à avoir à commettre des trahisons créatives, j'ai envie de dire. Donc, vous, est-ce que vous avez déjà eu une trahison créative, ou quelle serait la vôtre? Et qu'est-ce que vous pensez de aujourd'hui de ce mouvement-là qui fait que la rue inspire les créateurs au lieu de l'inverse? Les mots sont durs, mais je pense que c'est pas tout à fait vrai cette vision. Je sais pas, moi je me dis, il y avait tellement de créateurs dans les années 70 qui étaient inspirés par Woodstock. Donc, ça se dit Woodstock? Ok. D'un coup, j'étais genre dyslexie. Je crois qu'il faut vraiment, je sais pas. Honnêtement, je pense qu'il y a plein de créateurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes en fait, en faisant des sweats. Parce qu'il y a un truc cool à réussir un sweat aujourd'hui et avoir le vrai bon sweat. Après, c'est difficile de faire mieux qu'un autre sweat. Quand on va sur le terrain des choses sophistiquées, évidemment, là, la bataille est différente. Mais par moment, moi aussi, j'ai envie d'arriver à faire le jean parfait, quoi. Alors, ça va ressembler à un truc de la rue, pas vraiment, parce que je fais tout ce que je peux pour le faire à ma façon. Mais ce qui est sûr, c'est que, par contre, là où c'est juste,
c'est qu'aujourd'hui, c'est sûr, il y a une pandémie au niveau mainmise marketing sur le produit, mais parce que quelque part, il y a un débouché économique et une réussite économique. Alors après, est-ce que ça va revenir comme un boomerang en défaveur de l'image des maisons qui vont trop dans cette direction-là? Est-ce qu'il va y avoir un recentrage? Je pense qu'il y a des questions fondamentales, j'en parlais tout à l'heure avec une journaliste, il y a des questions fondamentales sur les valeurs du luxe qui vont être posées tôt ou tard. Parce que des consommateurs, des clients qui sont vraiment sensibles à certaines notions du luxe décrochent un peu. Parce que tout à coup, si on voit quelque chose d'exquis qui est fait dans les règles de l'art et à côté un truc qui hurle avec un logo qui a l'air de quelque chose de genre juste sans profondeur, il y a un moment, enfin, une personne qui est vraiment intègre avec son sens du luxe commence à avoir des doutes. Donc, à un moment ou à un autre, je pense que les questions sur les valeurs du luxe, éco-sensibles, qualité, exception, toutes ces valeurs, il va falloir les remettre sur la table et se dire est-ce que c'est des valeurs qui font du sens aujourd'hui pour certaines marques? Alors moi, ce n'est pas une question, Olivier, c'est un constat. Merci d'aimer la mode à ce point. Merci de nous faire partager ton amour de ce métier. Et moi, je pense qu'il n'y a que ça de vrai. Le marketing, enfin, j'ai un peu l'impression d'être le radoteur de service, souvent avec mon âge avançant, de dire mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du marketing et de la communication et de l'image. De toute façon, tout ça n'est rien sans toi, sans vous, les créatifs, les créateurs. Donc je pense qu'il faut un peu qu'on arrête tous aussi de tout le temps dire « Oh là là, la mode, elle est en perdition, la mode, elle est bouffée par l'image, il n'y a plus rien derrière, tout ça est vide de sens. » Mais c'est faux, et on le sait tous que c'est faux. Bah oui, heureusement qu'il y a des gens comme toi, comme les stylistes, comme les journalistes qui sont là ce soir, qui font un tellement vrai job, un tellement beau et vrai job que je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit conscient de ça et qu'on n'ait pas honte. Moi, c'est un credo pour moi de dire qu'on adore ces métiers et qu'on adore quand ils sont bien faits et qu'on devrait enregistrer ce que tu as dit ce soir et le diffuser en boucle dans toutes les écoles de mode parce que qu'est-ce que tu dis ce soir? Tu dis que tu es confiant, que tu es confiant dans ta création, que tu es confiant dans l'avenir, que l'amour du métier et l'amour des choses bien faites sont les seules vraies valeurs qu'il faut développer et inculquer. Donc merci de nous garder cette confiance dans ces métiers formidables. Et moi, je ne suis pas inquiet du tout. Ça existera toujours. Tant que ça sera bien fait, il y aura toujours des créatifs. Et ces créatifs l'emporteront tout le temps, dans tous les domaines, surtout. Voilà. Moi, merci, Jean-Pierre. Mais il y a quand même un aspect au niveau le marketing. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour un créateur que de travailler avec une équipe formidable au niveau marketing. Et c'est vrai que j'ai pu en faire l'expérience, par exemple, quand j'étais aux États-Unis. Chez Theory, on a galéré pendant un certain temps avec les questions marketing. Parce que la marque évoluait. Il y avait vraiment des choses hyper importantes à communiquer, alors pas seulement par voie de presse, c'était plus global aux clients, etc. Et donc, heureusement, on a réussi à mettre en place une équipe géniale au niveau marketing, et on n'aurait pas doublé le chiffre d'affaires sans ça. Parce qu'on avait besoin de ce relais, de cette transformation de toutes ces idées, avec un relais intelligent, une manière intelligente de faire un merchandising qui rend encore plus beau les collections. Donc j'avoue que je suis toujours un peu mixte, parce qu'une grosse maison, elle a besoin de gens hyper qualifiés pour présenter de la meilleure façon les produits dans les boutiques, faire les choix qui sont justes, montrer de la meilleure manière qui soit au niveau image les travaux qui sont faits, et apporter des idées, parce que le créateur, il est vite à sec d'idées marketing, parce que c'est un débutant en marketing. Donc c'est très compliqué. Après, je pense qu'on souffre peut-être de certaines marques qui sont surtout que marketing. Je crois que ce que tu dis, c'est surtout qu'il faut effectivement une source de création, une vision, des personnes qui ont un objectif,
Et derrière ça, des gens très capables et intelligents et smart qui peuvent apporter une enveloppe marketing à tout ça. Et ça aide vraiment le business, on va dire. Parce que l'un sans l'autre, il y a une béquille. Je pense qu'il faut, et aujourd'hui, je crois que toutes les marques sont très conscientes, même moi, le besoin de visibilité, le besoin d'enveloppe aussi à la création, de protection parfois de la création à travers le travail de marketing. Il est un peu nécessaire, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est complexe en fait. Mais tu disais très justement que c'était toi qui contrôlais les meetings avec le marketing et pas l'inverse. Enfin, tu vois, tu étais associé. En fait, ce qui est difficile, c'est quand les choses sont complètement dissociées. Oui, je pense que pour une réussite dans ce monde-là, il faut une cohésion, ça c'est sûr, il faut un partage d'idées, il faut un respect entre les gens. Après, chacun a sa place. Je veux dire, ce qui est important, c'est que parfois, mon rôle, c'est de savoir à un moment la fermer parce que c'est pas toujours bien pour in fine de trop imposer à droite à gauche. Il y a un moment, il y a des gens qui sont très forts dans certaines choses, il faut les laisser travailler. Il y a des idées qui apportent un ressort. Et je crois que le plus important, c'est quand on sent que quelque chose est à côté de la plaque, il faut vraiment là agir. Mais sinon, il faut permettre aux gens d'exprimer le meilleur. Et au niveau marketing, il y a des gens, je trouve, qui sont géniaux, quoi. Moi, je les regarde avec des yeux comme ça. J'aimerais avoir plus de talent en marketing, j'ai envie de dire. Alors, peut-être le privilège de la dernière question, parce qu'on va essayer de ne pas vous épuiser totalement. Je m'inscris tout à fait aussi dans le fil de ce que vient de dire Jean-Pierre. Je trouve que votre présentation, elle donne beaucoup d'envie et de désir de continuer. Et la question de Candide que je vous pose, c'est... Moi, je suis venant plutôt d'autres domaines de la création. Je suis assez impressionné et admiratif quand même de la difficulté incroyable à laquelle doivent répondre les créateurs de mode, de réinventer quelque chose de totalement neuf, avec l'ampleur d'une collection, à date fixe, 2 fois par an. Enfin, c'est quelque chose de fou, qui est beaucoup plus contraignant que dans beaucoup d'autres domaines de la création. Et donc, je veux dire, quand à un moment donné, vous avez besoin quand même de vous ressourcer, de réalimenter votre imaginaire, etc. C'est vers où que vous allez regarder? Est-ce que c'est dans le champ de la littérature, de l'art contemporain, de la nature? Clairement, je pense... Moi, je pense que c'est important de, effectivement, respirer, voyager, les relations, tout ça, c'est important. Après, ce n'est pas nécessairement ces choses-là qui vont tout à fait être la source, parfois, de créativité ou de création. Par exemple, en voyageant trop, on devient parfois peut-être même moins créatif parce qu'on est l'esprit ailleurs, on est moins focused, on est moins à la recherche de quelque chose. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai eu l'occasion quand même de faire, comme je le disais, plusieurs années sabbatiques. Et même en année sabbatique, finalement, je me posais au moins 2 fois pour dessiner 2 collections. Fausse, juste parce que ça fait partie aussi de mon rythme, bizarrement. Donc j'ai des boîtes de collections qui n'ont jamais été produites parce que c'est des collections que j'ai faites en période où j'avais le temps. Alors c'est vraiment, elles sont archivées, quoi, collection hiver, été. Et donc, quelque part, est-ce que finalement, c'est pas aussi un métier où on est stimulé d'apporter des choses? On a aussi envie, en fait. Si on n'est pas très inspiré, on peut faire une sublime collection de beaux vêtements sans trop d'histoire. Et elle peut être très très réussie. C'est vrai. Hein. Parfois, si on a trop des idées, on peut faire des choses qui peuvent être rocambolesques et finalement, ça peut être un peu... Voilà. Donc, après, l'inspiration, moi je pense qu'elle vient de plein de choses. Ça peut venir de tout et n'importe quoi. Vraiment. Et je me dis parfois que si je suis dans un espace même isolé, ça va sûrement donner quelque chose d'intéressant. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci Séverine. Merci à vous deux.